Le talk show vous est présenté par la Caisse d'épargne CEPAC. Caisse d'épargne CEPAC, vous être utile. Salut à tous et bienvenue pour le talk show Pas de Romain Herring, des vacances à l'île Maurice bien méritées pendant 15 jours pour notre présentateur et notre reporter vedette au Phocéen. Mais on va pas se laisser abattre, on va continuer le talk show malgré la trêve avec un beau petit plateau avec Bastien Cordoleani, salut. Salut Romain. La Chimène Badi, je reprends la formule de Romain Herring. La Chimène Badi du Phocéen. Je viens toujours, messieurs, pour me faire flammer, évidemment. Hein. Ça me fait plaisir d'être cassé par les collègues. Et je suis content de voir que Jacques Henriero t'a rendu la veste au pied levé ce matin. C'est bien, c'est du respect, c'est ce qu'on aime aussi chez les présidents de l'Olympique de Marseille. À tes côtés, Bernard Rodriguez. Bonsoir. J'aime beaucoup ma petite pâtisserie orientale, mon petit dessert tunisien. Oui, ex-dessert tunisien. Ex-dessert tunisien, de retour dans la région, qui se fait plaisir avec les matchs régionaux. Oui. Comme un passionné de foot. Voilà, comme un passionné de foot, c'est ce qu'on aime à dire. En face de toi, Maxence Volpe, toujours à l'heure. Toujours. C'est ce qu'on aime chez toi et c'est facile en même temps quand on délimite l'heure de départ, on est forcément à l'heure. Et à tes côtés, Clément Chailloux, reporter envoyé spécial permanent pour Le Parisien aujourd'hui en France. Tout à fait. Salut Romain. Pour les deux journaux. On peut le présenter comme ça. C'est le même journal. Mais ça fait bien, ça fait comme ça. Tu peux dire à un mec qui ne connaît pas, je travaille et pour Le Parisien et pour aujourd'hui en France. Des doubles journées, des doubles salaires, voilà, c'est la folie. Alors attention, puisqu'il y en a des gens qui occupaient ton poste il y a quelques années, qui ont essayé cette technique. Hein. Il y a eu des problèmes. On est parti pour le sommaire, tout simplement, de ce talk avec, on va revenir, et oui, souvenez-vous-en, on a eu un match très délicat, c'était vendredi soir. C'était l'OM à Lille, on va parler de Thauvin en équipe de France, qu'est-ce qui va se passer pour lui, le championnat, les positions avec Lyon et Saint-Etienne notamment, et puis on parle beaucoup de recrues au FC Porto, de présence d'émissaires olympiens au FC Porto. Messieurs, on va se demander si c'est les meilleures opportunités pour l'Olympique de Marseille pour le prochain mercato. Avant tout ça, il faut souffrir un peu, hein. Il faut se remémorer ce superbe match de l'Olympique de Marseille à Lille, 0-0. Bastien, j'ai vu ce match, je me suis très vite dit, c'est les séquences de Julien Cazard où on voit des ballons, des renvois, sur-renvois, exactement. On a pensé à la même chose. Je sais que toi aussi, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu es déçu de voir un tel niveau de jeu et surtout à quoi tu l'attribues? Est-ce que c'est, parce qu'on dit souvent qu'il faut deux équipes pour faire un bon match, est-ce que là c'est l'excuse d'un Lille ou non, on peut quand même dire que l'OM... Non, l'OM a quand même fermé le jeu, hein, on va être réaliste. Il a fallu beaucoup de courage et de talent à Tony Cellier vendredi pour me faire vivre le match à la radio pendant 90 minutes parce que comme tu dis c'était long, ça ressemblait à une purge. On n'a rien fait pour gagner le match clairement. On espérait un éclair de soit Thauvin soit Payet. Lille a essayé avec de piètres qualités. Je pense que Franck Passy a fait le match de sa carrière tactiquement. Et j'ai pas honte de le dire, pour moi je disais en début de saison qu'il avait rien à faire à l'OM, il a rien à faire à Lille non plus, mais là il était remonté comme un pendu, je l'ai jamais vu autant actif sur son banc et je pense qu'il a préparé ce match en plus avec les propos de Garcia, on s'en souvient, il était encore plus remonté. Donc on avait un entraîneur qui voulait pas perdre et un entraîneur qui était surmotivé, ça a donné ce match là. Bon après on prend un point, si on veut voir le côté positif, voilà, on prend un point. Un entraîneur qui ne voulait pas perdre face à un entraîneur surmotivé. Est-ce que c'est ce que tu as vu toi aussi, Bernard? Est-ce que c'est un bon match de Franck Passy qui a mis... C'est pas un bon match. Après, je dis pas que c'est pas un bon match de Franck Passy. On n'a pas vu un bon match, à moins qu'il y ait des gens qui aient vu un bon match. On n'a pas vu un bon match. Oui, non, on est d'accord. Après, comme l'a si bien dit notre ami, je pense que Franck est effectivement hyper motivé pour des tas de raisons. La situation de Lille au classement fait que tous les points sont bons à prendre. Donc tu as le côté mathématique, on ne perd pas. Tu as le côté égo qui dit c'est mon ancien club, je ne veux pas perdre. Et je dis ça juste coupe de secondes parce que j'ai vu Lille à Toulouse le match entier la semaine d'avant et je peux vous dire que c'était pas du tout le même Lille. Hein. Je dis ça aussi parce que j'ai vu les deux matchs et à Toulouse c'était très dur. Là on les a vus d'un coup ils couraient de tous côtés. Et après comme on disait aussi avant l'émission, il y a quand même une carence de l'Olympique de Marseille sur le match à l'extérieur, quoi. Donc c'est vrai qu'on n'a pas la sensation qu'à l'extérieur on maîtrise notre sujet comme
on est capable de maîtriser au Vélodrome. Donc tout ça additionné, effectivement, ça fait le résultat qu'on a vu. En termes de stratégie, on a vu une équipe de Lille qui a posé des problèmes à l'Olympique de Marseille, qui n'a pas existé offensivement, notamment par exemple Dimitri Payet qui a été très sollicité défensivement et qui du coup n'a pas trop existé devant. Il y a eu un ballon qui donne en première mi-temps et c'est l'occasion à Marseillaise avec ce tir de Cabella. Est-ce que pour toi c'est justement Passy a trouvé un peu comment au final rendre cette équipe Malgré tout, il a passé quelques années au club. Hein. Bon, il a entraîné cette équipe, donc il a quand même, j'ose espérer, retenu certaines qualités et certains défauts de son ex-groupe. Donc c'est sûr qu'il a fait le match pour pas le perdre, ça c'est sûr, mais j'insiste sur le fait qu'on n'a pas été capable, nous, d'avoir la qualité nécessaire pour passer au-dessus de ça et gagner ce match. Mais bon, c'est un peu chronique sur les matchs à l'extérieur quand même. Giovanni Derfla qui nous met un petit message sur Facebook. Je rappelle que vous pouvez envoyer vos messages tout au long de l'émission, comme on réagit derrière à tout ça. Ça se passe sur Facebook, ça se passe sur Twitter, ça se passe sur le forum, le hashtag LiveTalk, vous en avez l'habitude. Giovanni Derfla donc qui nous dit: Garcia a-t-il été frileux pour faire rentrer Doria en fin de match? Max, est-ce que c'est ton avis? C'est Morgan Sanson qui a laissé sa place pour le défenseur brésilien. Et puis, tiens, petite question subsidiaire. Est-ce que pour toi, avec vainqueur, qui on le rappelle était suspendu, et Gomis, on aurait vu un OM beaucoup moins frileux? Alors c'est toujours pareil, on est incapable de dire dans une boule de cristal, mais effectivement, on peut se dire qu'avec quasi les deux meilleurs joueurs olympiens depuis le début de la saison, si on rajoute Thauvin avec eux, on aurait forcément été meilleur. Après, sur la rentrée de Doria en fin de rencontre, j'ai envie de dire que quand, et c'est ce qu'on dit à chaque fois, la formule habituelle, quand t'es pas capable de gagner un match, après à un moment donné, il faut savoir ne pas le perdre. Moi, c'est pas ça qui me gêne le plus. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est qu'on a encore vu 3, 4, 5 minutes en début de rencontre où tu essayes de faire du jeu, tu te dis, ah tiens, on va y aller. Et puis derrière, il y a tout qui s'éteint, le rideau tombe et on a encore vu après 85 minutes ennuyeuses. Donc je comprends pas comment c'est possible qu'on commence à chaque fois ces débuts de rencontre un peu pied au plancher et qu'on s'arrête immédiatement. Voilà. Alors on avait un petit peu par moment vu l'Olympique de Marseille marquer vite sur certains matchs, ça nous facilitait la tâche, mais là dès qu'on marque pas, après on dirait qu'on n'y arrive plus, donc c'est inquiétant. On va voir la réaction de Dimitri Payet à ce sujet. On lui demandait justement si pour lui c'était après le match 2 points de perdus dans la course à l'Europe. Non, pas forcément. Je pense que prendre un point à Lille, je le savais, c'est compliqué de venir jouer ici, surtout quand il joue contre Marseille ou Paris. Donc le point, on l'a pris, on est plutôt satisfait. Certes, on a manqué je pense, de justesse et de beaucoup de choses dans le plan offensif, mais je pense que ça sera plus simple à régler parce qu'offensivement, on sait la qualité qu'on a. C'était plutôt défensivement qu'il fallait se rassurer et c'est ce qu'on a fait ce soir. C'est marrant parce que vous voyez derrière Dimitri Payet, vous avez vu, il y avait un mur avec les gloires du LOSC. C'est sympa, on fait souvent ça dans les stades maintenant en Ligue 1, et il y avait Grégory Vimbé. C'est quand même sympa de ne pas mettre que des stars, de mettre aussi des petits joueurs, des joueurs comme ça avec des noms qui sentent bon la Ligue 1. Grégory Vimbé, un gardien buteur quand même. Ouais. C'était avec Nancy en 96. Mais bon, c'est Grégory Vimbé quand même, faut pas déconner. Clément, est-ce que pour toi, on parle, Bernard le soulignait, il y avait un problème à l'extérieur, on rappelle les défaites de l'OM à Metz, défaites à Nantes. Est-ce que pour toi, il y a un problème à l'extérieur encore? Et là, Garcia a voulu à tout prix se rassurer parce qu'il ne sent pas son équipe. Autant il arrive à mobiliser les troupes au Vélodrome, autant à l'extérieur, c'est compliqué. Oui, c'est assez récurrent. Là, comme le disait Payet, comptablement, le match nul à Lille, c'est pas quelque chose de catastrophique, hein, malgré leur faible classement. C'est loin d'être la pire équipe du championnat, je pense, mais dans le contenu, on le voit, plein de déplacements. L'OM a du mal à marquer, l'OM a du mal à faire le jeu. Là, c'est Lille qui tenait le ballon la plupart du temps. C'est Benzia qui servait de point de fixation dans les 30 mètres marseillais, et on ne voyait pas l'inverse. Et Garcia a du mal à trouver les solutions, ne serait-ce qu'en début de match déjà.
Et en cours de match, on voit que le coaching est rarement heureux. Alors je ne sais pas si ça vient que de ses choix ou de la faible profondeur du banc, mais toujours est-il que les entrants, là il y avait Anguissa, NJ et puis Doria. Enfin Doria c'est anecdotique en fin de match, mais les entrants n'apportent rien. Et l'équipe, une fois qu'elle est mal embarquée, elle n'arrive jamais à se ressaisir, à faire basculer le match. Si ça part sur une mauvaise base, on sait que ça va aller comme ça jusqu'à la 90e. Quoi. Parce que tu parles de ce match, tu fais référence à ces matchs-là et tu dis qu'il n'y a pas une grande différence. C'est vrai que ça aurait pu finir au final comme le match de Metz, où à Metz, Yohan Pelé n'est pas très inspiré sur le coup franc qui est dévié, il anticipe mal. Et là, vous allez le voir, fin de partie. Et là, voilà, c'est cet arrêt réflexe qui peut changer la donne. On se souvient qu'avec face au Lille de René Girard, l'OM s'est incliné à 90e sur un but de Nolan Roux, je crois. C'est dire. Mais de toute façon, comme le dit si bien Clément, c'est toute la photographie de ce groupe marseillais. Ça reste malgré tout, même si probablement ils vont finir 5e, je leur souhaite, une équipe d'une qualité moyenne. Parce que quand tu maîtrises bien ton sujet, il y a des exemples dans le championnat français aujourd'hui, quand tu maîtrises bien ton sujet, la notion extérieure et domicile, elle peut effectivement disparaître. Mais là, comme l'a si bien dit Clément, si le match te donne pas raison, c'est-à-dire que si l'entame du match te donne pas raison, ce qui est souvent par exemple le cas au Vélodrome entre le public, l'engouement, etc. Même à Lorient, on met 2 buts dans les 15 premières minutes. Voilà. Si le match ne donne pas raison, la qualité générale de l'équipe a du mal à surmonter les épreuves qui peuvent être des buts contre ou une mauvaise entame, etc. Donc ça reste quand même très révélateur du niveau moyen de ce groupe. Après, on rentre aussi dans une période du championnat où malheureusement, par rapport à ce déplacement à Lille, je suis sûr qu'au niveau de Rudy Garcia, il commence déjà à calculer. Il commence à se dire, bon, on est vendredi soir, on joue en premier, tu fais match nul, tu prends un point, tu es sûr de rester 5e, tu reçois le prochain match, bon. Voilà, et ça, c'est embêtant. Ça ne s'est pas joué à grand chose, parce que Bordeaux a commencé à les enfiler contre Montpellier. Il leur manquait un but pour revenir à égalité parfaite. Ouais. Et donc, je me suis amusé du coup à regarder le départage. Donc le départage. Classement de meilleure attaque, c'est ça? Classement de meilleure attaque, mais on a une attaque identique. Donc c'est au fair play? Exactement, c'est au fair play. Et au fair play, 3 points, ça je sais pas, mais par contre on a. En face, il y a quand même une équipe avec Jérémy Ménez et Nicolas Palois, donc normalement on devrait être un peu devant. Il y a 1 point pour les jaunes, 3 points pour les rouges, et donc le classement qui est établi, après. On va demander à la régie. L'ami Giovanni qui nous remet un petit message sur Facebook, il a raison. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas de quoi se gêner si les autres ne le font pas. Aurait-il fallu mettre Anguissa dès le départ en lieu et place de Lopez qui fait des petits matchs en ce moment? Alors voilà, Maxime Lopez, un dernier débat peut-être sur ce match. On lui est beaucoup tombé dessus. Est-ce que c'était l'erreur de Garcia de le mettre dans un match comme ça? Est-ce que c'est Lopez qui n'a pas trouvé les bonnes passes, qui n'a pas fait ce qu'il fallait, qui est descendu trop bas chercher les ballons? Qu'est-ce que vous pensez de son match? Moi j'ai l'impression, vous allez me dire ce que vous en pensez, que Garcia il commence à avoir un peu, vous savez, vous avez tous joué au football messieurs, toi tu étais entraîneur, ses têtes un peu. Joueur aussi, attention. Par exemple, non mais récemment il était pas né. Quand tu joues, il était pas né. Je trouve que Garcia il y a des, sans parler de chouchou, mais Lopez depuis qu'il est là, il a pratiquement tout joué. Un garçon comme Doria qui est pas flambant, dès qu'il y a une place en défense qui se libère, elle est pour lui. Là, il y a une entrée à faire, elle est pour lui, alors qu'il aurait pu faire entrer, je sais pas moi, peut-être Gomis en fin de match. J'ai l'impression que Garcia commence à avoir ses gassures, comme disent nos amis parisiens, et qu'il s'appuie, alors des fois envers et contre tout, parce que Lopez on voit bien qu'il est un peu au fond du saut en ce moment, mais qu'il s'appuie sur ces joueurs-là. Alors c'est des Rolando quand il était au fond du sac, il a quand même laissé, c'est Lopez actuellement, c'est comme je dis Doria souvent. C'est Tourvin aussi qui joue tous les matchs, bon mais lui il le mérite. Mais imagine quand même qu'on voit le même match que ce qu'on a vu là, sans Lopez et avec Anguissa, on te dirait mais avec cette équipe où il manque de technicité au milieu de terrain, il fait pas jouer Lopez, donc bon, on peut tout dire et ce contraire sur une rencontre. Même pour vainqueur, alors, et Dieu sait si je défends vainqueur tous les jours, sur les réseaux sociaux, à la radio et ici. Ouais, mais c'est pas trop, tu dois pas avoir trop de boulot non, non. Défendre vainqueur, en ce moment, ça tout le monde est un peu d'accord avec toi. Mais même si tu as vainqueur, pourtant il nous manque
Mais les intentions de jeu étaient tellement faibles que même si tu as vainqueur, ça change pas la domination de Lille, à mon avis, vendredi soir, malheureusement. En milieu de terrain, ça fait la différence quand même. Là, ça manquait de physique, d'impact et tout. Il y avait 3 milieux assez légers, Sanson, Lopez, Sertic. Et d'ailleurs, on posait la question pour Lopez, mais on peut aussi la poser pour Sertic, qui fait pas un exceptionnel match. On aurait aussi même Sanson, c'est son plus mauvais match depuis qu'il a l'OM. On aurait pu aussi mettre Anguissa à la place de Sertic, par exemple. C'est vrai que ça manquait un peu de présence physique, mais bon, après, c'est facile de refaire le match après. Mais... C'est facile en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on va pas se le refaire. Ce match, c'est bon, on l'a vu une fois, on a donné, on va passer à autre chose. Et notamment à l'équipe de France qui concerne Payet et Thauvin. Et oui, Dimitri Payet et Florian Thauvin en équipe de France. Alors on a fait beaucoup de débats sur Florian Thauvin, on nous a accusé, nous le Fousséen, de faire du lobbying, de dire voilà, vous voyez Thauvin, c'est pas lui rendre service parce qu'il n'est pas au niveau des autres joueurs. Au final, il a été appelé confidence faite. C'est Eric Dimeco qui en parlait. Je crois que c'est dans l'émission Le Vestiaire, cette fabuleuse émission. Il expliquait où tu avais été cité d'ailleurs, Bernard. Je te le rappelle. Ah bon? Je ne sais plus qui c'est qui passait dans cette émission, mais qui avait dit, je m'en rappelle. J'avais un coach à Marseille qui avait des causeries, c'était quelque chose avec son accent et tout, et il avait dit Bernard Rodriguez, je connais, je vois qui c'est. Dimeco, je te dis, je vois qui c'est. Voilà, c'est un petit passage. On a joué à la même époque avec Eric. Voilà, ça peut aider. En tout cas, Thauvin, qui dit, donc selon les mots de Dimeco, qui disait qu'il ne s'y attendait pas encore à cette convocation en équipe de France, qui, vu les joueurs qui étaient en forme en ce moment, il voyait ça pour un peu plus tard. Eh bien, il y est maintenant. Donc, il y aura un match contre le Luxembourg samedi. Ça, c'est qualificatif pour la prochaine Coupe du Monde. Et puis un amical contre l'Espagne. Stade de France, ça c'est plaisir. Je vais vous montrer la liste. Vous allez me dire un peu ce que vous voyez pour Florian Thauvin. Alors ça, c'est la liste qui a été communiquée par Didier Deschamps au moment, donc jeudi dernier. Depuis, Christophe Jallet a remplacé Bakary Sagna au poste d'arrière droit. Et au milieu de terrain, Tiémoué Bakayoko remplace Paul Pogba. Mais vous allez me dire, ça ne concerne pas trop le secteur de jeu ni de Payet, ni de Thauvin. Alors messieurs, c'est une liste de 24. Est-ce que Thauvin dans cette liste c'est le 24e homme? C'est François Hollande qui vient poser avec son maillot numéro 24? Ou est-ce qu'il a une chance d'avoir un peu du temps de jeu? Regardez dans son compartiment offensif. Payet à gauche, visiblement c'est pour lui. Thauvin à droite, il va y avoir du Ousmane Dembélé. Je pense que si... Deschamps a pris Mbappé, ça sent l'attaque à deux attaquants, vu qu'il y a quand même dans la liste aussi Griezmann, Gamero et Giroud. Donc voilà, comment vous voyez les choses pour ces éléments-là, sachant que Lemar a été mis dans le compartiment du milieu de terrain, mais il joue bien sûr un cran plus haut. Clément? Oui, c'est peut-être le 24e homme, effectivement, mais ça n'empêchera pas qu'il risque d'avoir du temps de jeu lors du match amical contre l'Espagne. Sa sélection, elle était un peu surprenante de le voir arriver maintenant en équipe de France, alors qu'il y a beaucoup de monde dans son secteur de jeu. Là, on a qu'est-ce qui manque? Il manque Coman. Encore, c'est pas si surprenant, mais il n'y a pas Martial, il n'y a pas Fekir. Coman, j'ai vu beaucoup de commentaires. Il n'y a pas la Casette. Pas la Casette. Après, messieurs, c'est ce que j'allais dire. Là, c'est simple, il y a 24 joueurs, 3 gardiens. Et pour le reste, c'est 11 joueurs de champ, 11 remplaçants. Ailier droit, il y en a 2. C'est Dembélé et Thauvin. C'est-à-dire qu'il est remplaçant derrière Dembélé, là. Donc il n'y a pas full non plus. Il y a 4 attaquants, comme le dit Romain, ça sent l'attaque à 2, donc sûrement Griezmann, Gamero. Et donc Payet par rapport à Lemar, donc du coup Lemar est remplaçant à gauche. Tu m'as enlevé le mot. Beaucoup de gens qui pleuré que ce soit Bernardo Silva à gauche. Bon, on voit que Lemar était pris pour jouer à gauche. Donc c'est Payet, Lemar à gauche. Les 4 attaquants, et c'est 2 joueurs par poste, et Thauvin c'est le deuxième derrière Dembélé. Et là où je suis pas trop d'accord avec toi Clément, c'est qu'il n'y a pas énormément de monde. Coman effectivement, mais il a été blessé pendant pratiquement 4 mois cette saison, il revient seulement maintenant. Il joue petit détail, il joue au Bayern de Munich. Quel joueur de l'OM n'aurait ne serait-ce que 10 minutes de temps de jeu au Bayern de Munich sur la saison? Oui, non, mais là c'est par rapport à ses blessures, je dis pas, hein. Là il revient de blessure, ça fait 1 mois qu'il est réintégré petit à petit dans le groupe, un peu à la place de Ribéry, un peu à la place de Robben. Mais voilà, Thauvin après. De toute façon, Deschamps a toujours pris quand même des joueurs plus ou moins en forme. Et là, Thauvin en ce moment est en forme, donc c'est normal qu'il le privilégie par rapport à Coman. Et à la conférence de presse, Deschamps, après je te laisse parler, la conférence de presse, Deschamps, il a dit il est très efficace sur son côté droit. Donc dans son esprit, c'est son deuxième ailier droit. Attention quand même, puisque tu disais 2 joueurs par poste, on voit qu'il y a quand même 5 milieux de terrain. Donc ça fait Kanté, Bakayoko, Rabiot, Matuidi et Tolisso.
Donc il y a la possibilité aussi, s'ils sont 5 pour 2 postes, qu'à un moment donné, ils passent à 3 au milieu, repassent à 3 au milieu. Et donc, du coup, ça enlève un poste devant. Attention que ça n'impacte pas forcément Florian Thauvin, puisqu'on sait que tu peux mettre n'importe lequel de ces attaquants sur le côté. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Bernard, de cette liste de l'équipe de France Bon, la liste, je pense que c'est pas très très loin de la vérité si on enlève les quelques blessés ou les quelques méformes. Après, je crois que Thauvin, c'est une sélection récompense. Tout le monde doit être d'accord pour dire qu'il fait quand même sa meilleure saison depuis qu'il est en Ligue 1 et surtout la plus régulière parce que le talent, on le savait, le talent on l'a vu dès qu'il a fait sa première apparition, qu'il a joué un peu à Bastia, qu'il a fait les 6 mois à Bastia, il a éclaboussé de sa classe. Il a été élu meilleur espoir de Ligue 1 et à quelques exceptions près. Sa problématique, c'était la régularité. Cette année, on peut quand même vraiment dire, mis à part quelques exceptions, qu'il est quand même dans les prestations, dans les performances et dans la répétition des efforts. Je trouve que surtout, là, il a beaucoup progressé. C'est dans cette capacité à faire un travail offensif en même temps qu'un mariage sur le plan défensif qui est pour l'équilibre d'une équipe très important. Il est très efficace. Donc je trouve que cette année, c'est pas obligatoirement, comme dit Clément, peut-être dans une liste de 24 définitive, on le verrait probablement pas. Mais aujourd'hui, c'est une sélection qui récompense sa première partie de saison, en tout cas la 3/4 de sa saison, et sa régularité et ses vrais progrès. Moi, le point qui me laissait un petit peu pessimiste quant à une éventuelle sélection, c'est ses performances contre les grosses écuries. On voit qu'il a du mal à élever son niveau de jeu quand il joue contre Paris. Un but contre les 7 premiers en Ligue 1. Voilà, c'est un peu... Et moi, c'est ça qui me faisait penser qu'il ne serait pas dans la liste cette fois. En plus, Marseille n'est pas en Coupe d'Europe. On sait que Deschamps, dans son discours... Donc il va l'utiliser plus contre le Luxembourg que contre l'Espagne, quoi, grosso modo. Je sais pas, parce que non, le Luxembourg, c'est le match qui compte. Voilà. Et donc non, pas forcément, mais... Par contre, il y a beaucoup de chances qu'il ne joue pas, ça oui. Ou qu'il joue un petit quart d'heure. En amical, ouais, je pense plutôt. Bon, après, c'est pas trop de Deschamps, c'est pas Papa Noël Deschamps. Hein. Il fera pas de cadeau pour voilà. Donc, mais je pense que c'est un signe, voilà, de dire, on voit que tu fais une bonne saison, on voit que tu fais des efforts. On te récompense. Moi, je l'interprète plus comme ça, parce que si demain il y avait une liste à faire sur une compétition officielle, probablement qu'il ne le saurait pas. Et puis ça lui permet de voir comment il s'intègre dans le groupe aussi. Thauvin, on a beaucoup parlé de lui, de son comportement par le passé, comme on l'avait fait avec Dimitri Payet. Là, le fait de le convoquer pour 2 semaines, voilà, tu vois comment il réagit avec les autres joueurs. J'ai vu que ce matin, je crois que c'était le premier arrivé à Clairefontaine, il était toujours content. Toujours en com, mais d'ailleurs on va la voir puisqu'il a confirmé, il a donné ses premières impressions à FFF TV et on les a, donc on voit un Thauvin évidemment content et puis bien sûr cette formule classique, c'est que du bonheur. Je viens là pour travailler, pour apprendre aux côtés des grands joueurs et pourquoi pas, si j'ai la possibilité d'avoir quelques minutes de temps de jeu, c'est que du bonheur. Je ne sais pas si c'est de la pression ou de l'appréhension, parce que quand vous allez vers quelque chose qui est nouveau, quand vous découvrez quelque chose, il y a toujours un petit peu de pression, mais voilà, c'est excitant et je suis pressé de découvrir tout ça. Maxence Thauvin, il y avait une question sur Facebook qui nous demandait s'il a une chance de s'installer durablement en équipe de France. Voilà, c'est de David Bourguet. Est-ce que là, avec le Ousmane Dembélé qui est en train de faire ce qu'il est en train de faire à Dortmund, qui lui existe, pour reprendre la formule de Clément, qui existe dans les grands matchs, parce que j'ai vu le Dortmund-Real Madrid en phase de poule, j'ai vu ce qui tentait au Santiago Bernabéu, voilà. Est-ce que ça va être dur d'exister? Est-ce qu'il va faire sa carrière en équipe de France, du moins dans l'ombre d'Ousmane Dembélé, qui a quelques années moins que lui, mais qui est un peu au-dessus, j'ai l'impression. L'avantage, j'ai envie de dire, c'est que tu vois comme il est heureux d'être sélectionné et comme il est positif, il peut, entre guillemets, jouer un rôle. Alors c'est pas super sympa ce que je veux dire, mais il peut jouer le rôle de bon remplaçant, de bon soldat, s'il reste dans cet état d'esprit positif. Parce que je reste persuadé que par contre un Thauvin avec cette envie qu'il a, avec cette joie de jouer qu'il peut avoir, s'il rentre 10 minutes, un quart d'heure en fin de match sur des matchs compliqués, il peut pourquoi pas faire la différence, contrairement à d'autres qu'on pourrait sélectionner en équipe de France aujourd'hui qui auraient besoin soit d'être titulaire, soit de ne pas être du tout dans le groupe. Exactement. Donc lui, il peut effectivement jouer ce rôle-là pour l'instant. De là à s'implanter dans le 11 titulaire, pour l'instant, j'y crois pas. C'est plus très loin de la théorie des détracteurs marseillais, des Parisiens, des Lyonnais, qui disent que de toute façon, quand un sélectionneur fait l'équipe de France,
il met toujours un joueur un peu de l'OM ou assimilé OM, un Gignac, un Djibril Cissé, pour se mettre une grosse partie du public dans la poche parce que tout le monde en France aime l'Olympique de Marseille. Donc c'est une manière d'avoir la paix, entre guillemets, de sélectionneur, de prendre un Florian Thauvin, comme par le passé un Gignac ou un Djibril Cissé, j'y reviens. Même Valbuena, même à une époque. Théorie un peu. Non, mais tu vois, moi, pour Deschamps, étayer ce que j'étais en train de dire, je préfère voir rentrer en fin de match pendant 10 minutes un Thauvin qu'un Lacazette à la limite. Parce que j'ai plus l'impression que Thauvin, par rapport à sa vivacité, par rapport à ses dribbles chaloupés, par rapport à tout ce qu'il peut amener, peut faire une petite différence, alors que Lacazette, soit tu le vois en tant que titulaire sur la totalité du match, soit 10 minutes de la fin, je suis pas sûr qu'il puisse te faire une différence. Je ferai quand même une petite compilation des buts de Lacazette dans les dernières minutes cette saison. Oui, non, mais après. Bon, après, ils sont pas dans la même zone de terrain, ils sont pas dans le même poste. C'est pour ça que le débat, il a pas lieu d'être pour moi. Mais après, le problème de Thauvin, c'est qu'il est tant mieux pour l'équipe de France, c'est qu'il y a quand même une génération de très très jeunes joueurs qui sont assez exceptionnels en ce moment. Bon, là, on découvre le petit Mbappé. On va pas s'en plaindre, hein. Non, mais je veux dire, le Thauvin, si par exemple il n'y a pas cette génération là qui est en train d'exploser, qui est très très jeune, parce qu'attention, Mbappé c'est un enfant. Oui, il a 5 ans de plus que Dembélé. Dembélé c'est un enfant. Bon, Griezmann il a 25 ans, il en a pas 35. Bon, il y a beaucoup de très jeunes joueurs dans ce secteur-là. Bon, les Lemar ça a 22, 21 ans. Bon, c'est donc effectivement la concurrence elle est importante sur le plan de la qualitatif, mais on peut par exemple pas dire bon allez le mec il est en fin de trajectoire l'année prochaine on sait qu'il va basculer, Thauvin sera là. Après là où je suis d'accord avec toi Bernard, quand tu parlais de sélection récompense, là on l'a entendu parler messieurs, moi j'ai l'impression que c'est pas le même homme qu'il y a 4 ans quand il est arrivé à l'OM. Vous compilez une interview de lui quand il part de Bastia, qui va à Lille et qui a l'imbroglio qui vient à l'OM. On lui pose pas les mêmes questions aussi forcément. Non mais c'est vrai, mais je le trouve à la fois mature. Tu parlais de joie et il dégage une joie d'être là. Relativisant. Trouvez-moi un joueur qui est pas content d'arriver en équipe de France. Il dégage quelque chose. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il dégage quelque chose de plus serein qu'avant. On a l'impression que même dans sa vie personnelle, bon, ça va mieux. On a l'impression que tout roule, quoi. C'est pour ça que c'est pour ça qu'il fait sa meilleure saison. Vous êtes sur la bonne voie. C'est aussi les propos et l'avis de Pierre Ménès qu'on aura. Vous pouvez retrouver sur le Phocéen en interview dès mardi matin. Il me copie, voilà. Et voilà. L'interview a été enregistrée avant ce talk show. Attention. Je le copie, voilà, c'est comme ça. Voilà. Rétablissons la vérité, messieurs. Pour finir, juste un mot sur Dimitri Payet, titulaire dans le couloir gauche. Il n'y a pas débat, c'est bon. On est tous d'accord. Il n'y a pas débat. Le Mar fait quand même une belle saison, mais Payet part avec une petite longueur d'avance. Il part avec la prime de l'ancienneté. Déjà, il a prouvé. Mais bon. Il y a besoin de stabilité aussi dans un groupe. Non, mais bon, Deschamps, on sait très bien que c'est quand même quelqu'un d'assez pragmatique et qui va faire confiance aux joueurs qu'il connaît par cœur. Donc Payet fait partie de l'aventure, il a fait partie de l'Euro, etc. Donc probablement qu'il va démarrer. Mais attention, parce que Lemar arrive fort derrière, c'est ça. Oui, et puis Payet, là, il est en train de bien revenir non plus, mais sur les 2 derniers mois, il n'a pas montré non plus des choses exceptionnelles. Il est en train de se refaire depuis 2-3 matchs, parce qu'on sent que physiquement, ça va beaucoup mieux, mais c'est pas le Dimitri Payet au sommet de son art actuellement. Dimitri Payet, Samba, celui qui faisait à chaque fois des gestes incroyables avec West Ham. Allez, on repasse à l'Olympique de Marseille et on va se poser la question sur le championnat, à savoir si il est possible d'aller chercher l'Olympique lyonnais. C'est un grand débat, cette 4e place, surtout pour Romain Hering. Ça lui tient à cœur semaine après semaine. Je trouve pas que ça a remplacé le débat Payet. Avant, c'était les pros et les anti-Payet. Là, c'est ceux qui disent c'est impossible de rattraper Lyon et ceux qui disent mais oui, on va les rattraper. Eh ben, écoute, c'est très bien de l'introduire comme ça. Ça réduit quand même parce qu'il y a quelques semaines encore. Oui, Romain Hering, il nous voyait 3e. Voilà, seconde, 3e, et maintenant il dit 4e. Alors, on va peut-être en finir avec cette idée de 4e place qui pense, là, autour de la table, que c'est possible de finir pour l'Olympique de Marseille 4e devant Lyon. Est-ce qu'il y en a un parmi vous ? C'est possible, il n'y a pas de mauvais sort. Alors, si tu veux que je te dise la phrase de joueur de Ligue 1, mathématiquement, tant que c'est pas mort, d'accord. Voilà, tout le monde avec Bastien, il n'y en a pas un. J'aurais envie de dire pareil. Après, je peux apporter une toute petite nuance par rapport à l'Europa League. Je me dis que si se mettent à tout jouer sur l'Europa League,
pourquoi pas, et qu'il laisse tomber 1 ou 2 matchs en se disant on a de l'avance. Après, quand il n'y en a plus beaucoup d'avance, ça peut devenir compliqué. Mais sinon, effectivement, pour l'instant, j'y crois pas. Ils ont malgré tout un effectif supérieur au nôtre. Mais tu sais, quand tu l'abordes, tu sais très bien que quand tu l'abordes pas de la même façon, le match. Et puis bon, on l'a aperçu tout à l'heure sur le plan point. Bon, ils ont un match de retard contre Metz, c'est ça? Tout à fait. Bon, qui est en train de relever la tête et presque d'acquérir son maintien. Donc on peut imaginer que ça va être compliqué. Alors, je vous ai mis 2 calendriers, celui de Lyon et celui de l'OM. Je vous ai mis, bien sûr, en compagnie de la régie, toute la partie technique du Phocéen et Nicolas Chabert en tête. Vous avez donc les matchs de Lyon, les matchs de l'OM. Vous avez la situation comptable maintenant. Regardez bien, on va se concentrer sur l'Olympique Lyonnais. J'ai fait un petit loto-foot, voilà, comme ça, plaisir, sur ce que pourraient être les matchs de l'Olympique Lyonnais jusqu'à la fin. Ouais, et donc si ton loto-foot est bon, on les rattrapera jamais. Voilà. Alors, c'est là que ça devient intéressant. J'ai mis. Sauf qu'il va mettre que des verts de l'autre côté. Et ton loto-foot n'est pas super optimiste en plus pour les Lyonnais. Hein, les deux premiers matchs, je pense qu'ils vont gagner les deux, moi, Lyon. Ils vont gagner à Rennes, ils vont gagner contre Metz. Bah si gagnent à Rennes, c'est le loto-foot de Romain Canuti. On reste sur de la projection, on va dire normale. Je suis allé, évidemment, je les vois gagner contre Lorient-Bastia. J'ai mis une défaite contre Monaco, puisque Monaco, voilà, on sait ce que c'est. C'est grosso modo, mais c'est pour montrer justement ce qui attend l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire que dans ce cas-là, Lyon serait à 66 points. Ce qui veut dire que pour être devant eux, il faudrait être, vu le goal average, il faudrait gratter 21 points. Sachant qu'il reste 8 matchs, ça fait, messieurs, 7 victoires sur les 8 derniers matchs. C'est exactement ce que j'ai dit à la radio vendredi. Il faut que l'OM gagne tout ou en laisse passer un seul pour être 4e. Voilà, il y a un joker. C'est la raison pour laquelle je n'y crois pas. Il y a un joker donc qui serait vraisemblablement le match à Bordeaux, hein, puisqu'on sait que celui-là on le gagne jamais. Est-ce que, parce que là sur le papier, dans l'absolu, ces rencontres-là, il y en a aucune d'inaccessible pour l'Olympique de Marseille, hein, mais si on accepte ce match à Bordeaux qui du coup peut rentrer dans le joker, voilà messieurs, pour calmer le débat. Tu vas jouer Toulouse, bon, qui est, même s'ils sont un peu un perte de vitesse, c'est pas un cadeau. Tu vas jouer, on parle de l'extérieur, tu vas jouer Nancy, bon, qui va probablement jouer son maintien, Caen, qui est pas encore sauvé. Bon, Bordeaux, on connaît, donc ça fait quand même quelques déplacements. Et là, il n'y a qu'un joker. Clément, tu n'y crois pas? Non, j'y crois pas. Et je pense qu'il faudrait même plus surveiller les Girondins, chez qui Marseille se déplacera l'avant-dernière journée, plutôt que Lyon, quoi. Et alors, pour aller dans ce sens-là et calmer les plus optimistes, parce que vous savez que par nature, le supporter olympien est optimiste, donc il y en a forcément derrière leur écran qui se disent mais non, mais ça va, vous avez vu qu'il y a personne à jouer, 7 sur 8 c'est possible. J'ai regardé toutes les derniers rushs de l'Olympique de Marseille, donc sur les 10 dernières années. Il faut remonter à la 11e année pour trouver un OM qui sur les 8 derniers matchs de championnat a fait plus de 21 points. C'était avec Albert Raymond où on était passé de la 8e à la 2e place, on avait tout gagné, même on était en finale tout gagné à l'exception d'une finale de Coupe de France contre Sochaux. Et c'était 22 points à ce moment-là, sur 24 possibles. Mais sinon, même après, avec les fameuses années Eric Guéretz où on finissait en trombe, même avec Didier Deschamps lorsque tu Deschamps fait une série quand même de 6 victoires d'affilée, mais c'est pas dans les dernières journées parce qu'on perd à Lille dans les dernières journées. Tu perds à Lille, exactement. Donc ça te faisait 19 points cette saison-là. C'était d'ailleurs le meilleur total sur les 10 dernières années. Et sinon, on n'y est pas du tout. On est très très loin à chaque fois de ce 21 points. Et je veux juste préciser, parce que tu parlais des gens qui nous regardent, pour les gens qui nous regardent, évidemment qu'on souhaite tous avoir tort. Je précise, moi je suis supporter de l'OM depuis que vous allez même avant. J'espère avoir tort, mais vous êtes sur ce plateau vous engagez à faire des coiffures, la coiffure de Florian Thauvin. Si l'OM finit 3e, ça en compte que 2 sur le plateau. On va faire celle de Thauvin que celle d'Engie pour tout dire. Vous allez faire celle d'Engie, voilà. Si l'OM finit 3e, mais bon, là on y est, enfin 4e du coup. Mais dans les petits détails qui ont leur importance, encore une fois, ce qu'on disait juste dans la partie précédente, c'est que est-ce que déjà au sein du club et pour Rudy Garcia on y croit encore, parce que si on y croyait vraiment, peut-être qu'il aurait fait une toute autre équipe ou du moins demandé autre chose à ses joueurs face à Lille. Première chose. Deuxième chose, t'as 4 points mais t'as aussi une différence de but irrécupérable. C'est pour ça que c'est pour ça qu'il y avait 20 points d'écart et que j'ai dit il en faut 21 pour couvrir ce goal average. Alors messieurs, on est d'accord, Lyon c'est pas raisonnable, on va pas commencer là-dessus. On va peut-être regarder un peu derrière. Clément parlait de Bordeaux, mais attention, il y a aussi Saint-Etienne.
Et oui, je parle de la menace Saint-Etienne. Pourquoi ? Parce que certes, l'OM est au coude à coude avec Bordeaux. On va revoir le classement en Ligue 1 et on va voir que c'est serré avec Bordeaux pour les places européennes. Vous voyez le même nombre de points, 46-46. Regardez, il y a Saint-Etienne juste en dessous qui est 7e actuellement avec 44 points. Pourquoi je m'intéresse à Saint-Etienne ? Parce que si on est rattrapé par Bordeaux, vu l'issue probable de la Coupe de France, l'OM sera quand même européen, donc il n'y a pas une grande différence entre finir 5e et 6e. Ceci dit, si Saint-Etienne, qui est finalement que 2 points derrière, rattrape l'Olympique de Marseille, là il y a un risque de ne pas être européen du tout, et c'est là le vrai danger. Et puis petite curiosité aussi du calendrier, Saint-Etienne ne va pas jouer de 3 semaines, il y a 2 semaines de trêve, mais le match de reprise, ils ne le disputeront pas parce qu'ils devaient jouer contre Monaco. Et que Monaco, vous voyez sur le calendrier qu'il aurait proposé, Monaco jouera la finale de Coupe de la Ligue contre le PSG. Du coup, le match est reporté. Saint-Etienne va donc passer 3 semaines sans match. Est-ce que Bernard, toi qui es entraîneur, est-ce que c'est un plus pour les hommes de Christophe Galtier qui ont joué l'Europa League, qui maintenant sont éliminés? Là, il va pouvoir vraiment se faire un petit groupe de 11 guerriers pour le rush final. C'est un peu à double tranchant. Vu le parcours qu'ils ont fait, et vu les blessés, et vu la débauche d'énergie, parce que c'est une équipe qui n'est pas très brillante sur le plan de la qualité, mais par contre qui est hyper généreuse et qui a l'habitude de finir ses championnats en boulet de canon et d'être européen. Donc 3 semaines, c'est quand même beaucoup. Sauf que dans ce cas-là bien précis, je pense que ça va être une grosse bouffée d'oxygène pour eux. Après, je pense que Christophe il est capable de gérer à l'intérieur même de son groupe et de son club cette coupure. Mais je crois je pense qu'ils vont partir parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'internationaux, ils vont partir sur 4-5 jours au moins de repos. Ils vont tout couper, donc ils vont se vider les têtes. À mon avis, ça risque de leur faire, en tout cas pour eux, si c'était un autre cap, je dirais, c'est long. Mais pour Saint-Etienne, par rapport à tout ce qu'ils ont fait depuis le début de saison au niveau de la quantité de matchs, je pense que ça peut être une piqûre de rappel au niveau du jus qu'ils vont pouvoir récupérer pour le sprint final. Et ça, Max, tu les crains, toi, Saint-Etienne? On sait que c'est une équipe forcément que tu regardes toujours un peu. Moins que Bordeaux pour le coup. Et par l'absurde, j'aurais envie de te dire qu'en sautant un match, ils vont se retrouver aussi de nouveau à jouer 2-3 matchs d'affilée. Ouais, et courir après le calendrier. En fin de saison, c'est jamais non plus trop évident. En plus, je sais pas pourquoi, mais je suis assez confiant sur le fait qu'on va les battre à domicile, donc ça risque de les mettre un peu à l'écart. Contrairement à Bordeaux, où depuis que je suis né, malheureusement, on n'a pu gagner, donc depuis 1977. Après, moi, Saint-Étienne, je les crains moins que Bordeaux, comme vous, messieurs, mais je pense qu'ils vont nous embêter jusqu'au bout. Parce que c'est une équipe, c'est chiant. Ils ont l'expérience de se qualifier toujours. Ouais, à l'image d'hier. Depuis 2012. Leur saison de ces 4 dernières années, c'est le match d'hier. C'est-à-dire, c'est chiant. Mais niveau comptable, ils prennent un point sur un but du nouveau blanc, Jordan Vertou. Et puis ils sont là, quoi. Dans le sprint final, ils sont là. Donc, Nico Amskas qui nous dit qu'il faut mettre Saint-Étienne hors course. À la 33e journée, il joue Monaco, Nantes, Rennes. Calendrier le plus dur des 3 équipes. Donc il parle forcément de Bordeaux et de l'OM. Donc ce sera ce match au Vélodrome contre Saint-Étienne qui ne manquera pas d'enjeu. Florentin Pogba était l'invité de J+1. Alors on l'a questionné justement sur cette question de course à l'Europe. Il a dit là on est 7e et c'est pas notre place. Nous on a la 4e, 5e place. Et là il y a Paul Le Guen qui l'a regardé. Il a dit on a le 4e, 5e effectif de Ligue 1. Paul Le Guen l'a regardé. Il a dit non, 4e, 5e. Il y a Lyon, il y a Paris, il y a Monaco, il y a Nice, il y a même Bordeaux, Rennes. Bon. Moi, ça m'a quand même choqué de ne pas voir Paul Le Guen. On avait l'impression que c'était dur pour lui de dire Marseille. Il avait du mal. Non, c'est pas qu'une impression, mon ami Romain. Il avait quand même, même sans citer l'OM, plusieurs effectifs et remis un peu le Florentin Pogba à sa place. Clément, toi, tu te dis justement en termes d'effectifs, ce Saint-Etienne, c'est plus quantitatif que qualitatif au final. Oui, c'est pas un effectif exceptionnel. Hein. Ils avaient devant, offensivement notamment, c'est assez pauvre. Ils avaient Berry qui était très bon en début de saison, mais qui depuis son retour n'est plus exceptionnel. Et derrière, Galtier cherche un peu des solutions pour l'épauler. Nolan Roux qui a dû mettre 2-3 buts cette saison, pas plus. Comme toutes ces saisons en Ligue 1. Alors qu'il vise 10 buts, il faut savoir. Nolan il est toujours pas arrivé. s'est fixé un objectif depuis le début de sa carrière, c'est de mettre 10 buts dans une saison en Ligue 1 et il ne l'a toujours pas fait. Il y en a certains, ils arrivent tout le temps. Genre Gomis, il met toujours 10 buts en Ligue 1, quoi qu'il fasse.
Même quand il joue à Swansea, j'ai l'impression qu'il met 10 buts en Ligue 1. Et Nolan Roux, il n'y arrive jamais, même s'il joue dans 2 équipes en même temps. C'est quand même difficile. Saint-Etienne, c'est surtout, on le rappelle, un gardien de but qui est le meilleur du championnat de France, Stéphane Ruffier, et une défense qui est pas loin d'être la meilleure parce que Loïc Perrin, parce que Théophile Catherine, qui est un joueur incroyablement sous-coté. Enfin, c'est quand même très physique, très de défense, et ça permet en Ligue 1 de... Malcuit qui fait sa meilleure saison aussi. Non, je suis d'accord avec toi, Romain. Malcuit qui est d'ici, non? Qui est pas la... Ah, tu me Kevin l'apprends. Malcuit, non? Je sais qu'il était attaquant quand il jouait à Niort, et maintenant il est arrière droit. Ça m'a un peu surpris, mais il a fait d'énormes progrès. Ouais, mais c'est des reconversions qui marchent. Bah, la Dimeco, on parlait tout à l'heure de Dimeco, tu vois, il est gauche, arrière gauche. Dans le sens contraire, c'est plus compliqué. Mais... Attention quand même, les comparaisons Malcuit, Dimeco, messieurs, il y a des gens qui peuvent couper cet extrait et nous ressortir ça pendant des années. Évidemment pas les deux joueurs, mais il fait sa meilleure saison. Il faut prendre des précautions. Et je rebondissais sur le fait que tu disais que c'est une équipe très solide défensivement. D'ailleurs, ce qui fait qu'ils ont un goal average de plus 10, c'est parce qu'ils prennent pas beaucoup de buts, parce qu'ils en marquent pas énormément. Hein. On a cité le Nolan Roux avant, mais on peut citer également Soderlund qui est là, je sais pas pourquoi. On va arrêter, messieurs. Ça fait 5 minutes là qu'on parle de Saint-Etienne, de Soderlund, de Beric. C'est très dur. On va perdre beaucoup de gens. Donc ce que je vous propose, c'est de passer une petite partie de rêve. Et on va couper de suite cette idée Saint-Etienne. Là, on va parler un peu de Porto, parce qu'on parle beaucoup d'émissaires olympiens à Porto. Et on va rêver à voir un peu qui on pourrait prendre au FC Porto. Décidément, rien n'échappe à la régie du Phocéen. C'est Samir Malcuit, le frère de Kevin, qui avait joué à l'OM. Voilà, vous savez tout. C'est donc une question de fratrie. Messieurs, on parle de Porto. On parle beaucoup de Porto ces derniers jours, d'émissaires olympiens présents à Porto. C'est la presse portugaise, Record, Abola qui se relaie pour relayer ces rumeurs jour après jour. D'émissaires olympiens qui regardent Porto. Porto qui a la lutte avec Benfica, qui s'est bien repris pour le titre en Ligue portugaise, qui sera donc probablement qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, mais qui a de grosses échéances bancaires et qui donc souhaite se séparer de certains joueurs. Est-ce que l'OM pourrait à ce moment-là sauter sur l'occasion et recruter des joueurs et avoir finalement une petite fenêtre, un angle de tir pour recruter au bon prix au mercato, un peu comme cette opportunité qui s'était présentée avec Dimitri Payet qui voulait quitter West Ham et qui a pu signer à l'OM pour 30 millions d'euros. Forcément, à Porto, on parle de 2 joueurs. Donc je vais vous les présenter. Vous en avez entendu parler depuis des mois. C'est André Silva, l'attaquant, le fameux nouvel attaquant, nouvelle pépite portugaise. C'est rare d'en trouver un. Ils sont d'habitude tous ailiers. Là, pour une fois, ils en ont un attaquant. Beaucoup d'attentes sur lui. Il y répond cette saison. 20 buts, 7 passes décisives déjà pour lui. Voilà, un transfert. Donc sa valeur transfert-marque, on a mis, puisque c'est une valeur repère, c'est 16 millions, mais on parle d'un transfert le concernant plus à 30-40. Donc André Silva, attaquant. Et le deuxième dont on parle beaucoup à l'Olympique de Marseille, c'est Yacine Brahimi, qu'on connaît bien, qui est passé par Grenade, l'international algérien, qui est lui âgé de 27 ans. Il était plus titulaire en début de saison, mais il a repris sa place chez les Dragons. 5 buts, 4 passes décisives, dont un but en Ligue des Champions qui avait fait un peu le tour de YouTube. Voilà, valeur estimée 18 millions d'euros. Lui, vu sa situation, ça pourrait être peut-être un peu moins. Clément, si l'OM va chercher ces joueurs-là, est-ce que pour toi, on est dans de l'OM Champions Project, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rêver à du Kun Agüero ou à du Alexis Sanchez, mais voilà, on va chercher quand même des joueurs intéressants dès qu'il y a une opportunité qui s'ouvre. Donc là, je le rappelle, avec cette possibilité pour Porto d'avoir besoin de vendre. Bah déjà, les 2 joueurs n'ont pas du tout le même profil. Hein. On a un jeune espoir portugais et on a Brahimi qu'on connaît très bien, qu'on connaît même très bien en France. Oui, enfin, Silva, ce serait une très bonne chose, probablement. Après, ça dépend pas que de l'OM. On parle des émissaires Marseille à Porto, mais Porto, je pense que ça doit être l'un des clubs les plus observés d'Europe, saison après saison. C'est vrai qu'ils ont augmenté la capacité de leur stade voilà. Juste pour accueillir les émissaires des autres clubs. Non, mais c'est vrai, on sait que c'est un des clubs, une des portes d'entrée de l'Amérique du Sud, notamment dans les championnats européens. C'est toujours des équipes qui sont très très observées. Et voilà, moi, si Marseille veut André Silva, je pense que ce serait pas une mauvaise chose. Je suis plus André Silva que Brahimi d'ailleurs au niveau du poste, notamment. Puisque Brahimi est un ça peut doubler avec Payet quand même. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est maintenant Brahimi, on y parlait il y a quelques mois. Est-ce que maintenant Brahimi, du fait qu'on ait Dimitri Payet, est-ce que Brahimi ça sert à quelque chose, ou est-ce que maintenant c'est bon, on a Payet, on oublie, ça aurait été bien, mais là ça ne l'est plus. Ben, ça sert toujours à quelque chose d'avoir des joueurs de talent, et c'est un joueur de talent, mais c'est difficile à gérer Brahimi dans un vestiaire.
notamment s'il est remplaçant. Tu le dis, si Payet part premier dans la saison, je suis pas sûr qu'il soit simple à gérer toute la saison sur le banc. Après, moi, je suis plus fan évidemment d'André Silva, qui est un pur avançant, mais qui... André Silva, est-ce que si c'est lui le gros attaquant, le fameux gros attaquant, est-ce que Max, est-ce que pour toi c'est bon? Si c'est André Silva, est-ce qu'on te dit soit on signe André Silva maintenant, aujourd'hui, et c'est bon, ça sera lui le futur attaquant, ou on attend et ça sera peut-être plus gros ou peut-être moins bien? Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'aurais surtout envie de te répondre, j'ai besoin de plus expérimenter. Il est très bon ce joueur, il est même excellent, mais le problème c'est que est-ce que à l'Olympique de Marseille, dans un nouveau projet qu'on annonce important, on peut faire reposer entre guillemets tout le poids de l'attaque sur un gamin de 21 ans, un espoir, comme l'a dit Clément. Si le gars, s'il réussit pas, s'il s'intègre pas, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, après à un moment donné, c'est le prix que tu as annoncé aussi. Si on le prend et à la valeur de 16 millions, j'aurais envie de te dire bon, ça, tu peux prendre ce risque et tu en prends à côté quelle expérience. Mais si tu le prends à voilà, mais si tu le prends, il a raison, et surtout Porto, ils sont très bons vendeurs. Non, mais tu l'auras jamais à 16 millions. Mais tu es d'accord avec moi que du coup, si tu mets 30 ou 40, c'est ton seul attaquant, donc c'est un risque énorme. Je suis d'accord que c'est un truc à double tranchant, c'est-à-dire toi qui est une bible de l'Olympique de Marseille, c'est un truc, c'est soit tout faux, soit il va grandir en même temps que le OM Champions Project, ça va être l'idole du public. Mais tu prends un gros risque. Mais il y en a beaucoup des joueurs de 21 ans qui ont réussi dès leur première saison. Toi qui es une bible de l'Olympique de Marseille. C'est un peu la roulette du casino là. Donc si tu me parles de Champions Project, je sais pas si ça correspond au cahier des charges. Non, mais au cahier des charges, je sais pas si tu peux mettre des noms comme ça, même si ça enlève rien à la qualité du joueur. Des joueurs de 21 ans, Max, tu en as recruté 4 en même temps. Je te rappelle, à l'été 2013, Mendy, Mboula, et Lemina, tu vois ce que ça a donné. Alors première saison n'était pas flambante, tout à fait. Et tu vois, et on parlait de Thauvin tout à l'heure, tu vois qu'il avait besoin de plus de maturité. Un club comme l'Olympique de Marseille, à mon sens, ne peut pas se permettre de mettre parier sur un joueur de surtout des postes comme ça. Alors, on va rester sur Porto. Je me doutais de ces avis-là, donc je suis allé chercher un peu dans l'effectif s'il y a d'autres joueurs de Porto qui pourraient. Porto, c'est le supermarché de l'OM, c'est ça? Voilà, c'est ce qu'on se dit. Si Porto devient le supermarché de l'OM, qu'est-ce qu'on prend? Dans quel rayon on va en priorité? Donc je suis allé regarder au milieu de terrain. Il y a Danilo Pereira, international portugais, qui est milieu défensif vraiment sentinelle. Ouais. Il y a Hector Herrera qui lui joue un peu plus relayeur, le chouchou de Mexicain, mon meilleur ami que j'embrasse. Et un joueur passé par pas mal de clubs, je crois, au Mexique avant d'arriver. C'est vraiment ce que tu disais, c'est-à-dire la porte d'entrée. Mais c'est un très beau joueur, Hector Herrera. C'est un super joueur. De l'Amérique du Sud et donc du coup de l'Amérique centrale. Ivan Marcano, défenseur espagnol. Donc lui, c'est le seul de la liste qui est pas international, parce que forcément, qui a pas mal bourlingué, qui est passé par la Russie. Également, mais un gros défenseur de devoir. Et puis Jesus Corona, qui lui joue ailier droit, pareil, mexicain, international depuis déjà plusieurs années. Donc là, Max, on n'est plus sur le profil que tu recherches, avoir des joueurs qui ont quand même un peu les épaules pour réussir à l'Olympique de Marseille. C'est ce que j'ai regardé. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Est-ce qu'il y en a qui vous intéressent là-dedans? Ouais, moi, Herrera, pour moi, c'est un gros talent. Et y en a Est-ce qu'on en a besoin à l'Olympique de Marseille? Pas sûr, c'est ça. Et il y en a un, tu vas pouvoir me répondre, c'est Oliver Torres. Moi, je suis fan de ce joueur. Il est prêté par l'Atlético ou il a été vendu définitivement? Alors voilà, je crois qu'il est prêté par l'Atlético, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans la liste. Pour moi, c'est lui un des plus intéressants avec André Silva, c'est Oliver Torres au milieu que je trouve un talent énorme. Après, je pense que dans ce dossier, les dirigeants marseillais, l'entraîneur marseillais, quand tu fais un recrutement un peu structuré, quel que soit ton niveau, tu parles de profil avant de parler de nom, et tu parles de zone de terrain où tu as des priorités avant de parler de prix. Bien sûr. Donc tout le monde sait les lacunes qu'a l'Olympique de Marseille aujourd'hui. Donc avant de parler de nom, il faut dire, bon voilà, on a ciblé à mon avis un axe central fort. Je peux imaginer, on a ciblé, je pense, un gardien de but d'un étage supérieur, malgré que Pelé fasse quelques matchs corrects. Et on a ciblé probablement un attaquant de niveau européen. Bon, j'ai pas l'impression de trop me tromper quand je dis ça. Donc après, quand tu parles de profil, tu parles de poste, après tu mets des noms, et en fonction des noms, tu mets du prix. C'est comme ça la logique. Donc aujourd'hui, ça m'étonnerait fort que l'Olympique de Marseille, malgré toute la qualité de Porto dans son club formateur,
attrape 3-4 joueurs à Porto. Je pense qu'il faut d'abord se focaliser sur le secteur défensif qui est malgré tout le socle de toute équipe de foot. Et c'est pas trop à Porto que tu vas chercher. Voilà, mais une fois que ton socle sera ton gardien de but et ton axe central, à mon avis, même si je pense que sur le côté gauche, au niveau du latéral gauche, il faudrait peut-être aussi envisager quelque chose d'important. Mais une fois que tu auras axé ton socle et que ta base sera costaud, tu vas avancer dans les zones de terrain et tu vas, à mon avis, focaliser, comme tout le monde est d'accord, sur un attaquant, pas un espoir, mais quelqu'un de très confirmé. Et tout ça, ça a un coût. Hein. Pour rappel, le gardien du FC Porto, on le connaît, c'est Iker Casillas. Pas vraiment là dans le profil recherché. Non mais bon, apparemment j'ai écouté avec attention le président marseillais hier sur une émission d'une chaîne cryptée qui a quasiment dit ouvertement que c'était Mandanda. Donc bon, ça montre un secret de polichinelle pour le retour de Mandanda, ce qui serait quand même, je pense, une bonne chose pour l'Olympique de Marseille. Bernard, tu parles de l'intervention de Jacques-Henri Hérault au Canal Football Club. Ben, ça tombe bien, on va en parler. Mais pour un autre sujet, et dans la prochaine partie, ça concerne l'équipementier. Il y a une semaine, nous faisions une partie sur ce talk show pour annoncer la fin du partenariat entre l'OM et Adidas. On va en faire une concernant le nouvel équipementier qui vraisemblablement devrait être Puma. Jacques-Henri Hérault refuse de confirmer, c'est normal, les négociations ne sont pas finies. Même du côté de Puma, petite info comme ça, glissée, ils ont l'espoir que ça se décante, de pouvoir annoncer une bonne nouvelle, par exemple, dans la semaine. Donc c'est dire si c'est proche. Mais on sait très bien dans ce genre de truc que ça peut être très proche pour plusieurs personnes en même temps. Donc personne ne crie victoire, ça peut être Under Armour dont on parle aussi beaucoup. Les enchères montent, c'est normal, c'est pour l'Olympique de Marseille. En tout cas, Jacques-Henri Hérault a parlé d'un accord historique au Canal Football Club. Je vous propose de retrouver cet extrait tout de suite. Non, on ne sait pas encore. Non, franchement, vous voulez pas nous le dire ou c'est qu'on ne sait pas? On va le savoir très vite. Je crois que ce sera un contrat historique pour l'OM. Il est à la signature, quoi. C'est bien engagé. Attendez encore quelques... C'était 10 millions par an, on parle de 14 pour le futur contrat, on est dans les clous? Nous, on souhaitait quelqu'un qui pouvait nous accompagner sur la durée avec l'ambition qui est la nôtre. On va investir beaucoup et on souhaite des partenaires qui croient en notre projet, y compris dans les premiers mois, au moment de ce démarrage qu'on vit aujourd'hui. Il fallait ça. Je crois qu'on l'a obtenu. Merci Jacques-Henri pour la veste, elle est revenue nickel, on peut le constater. Un accord historique. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Est-ce que nous, en tant que supporters, on doit se réjouir de ça, ou est-ce qu'on doit se dire attention, c'est bien, tant mieux, mais ça concerne du marketing, du textile. Nous, on n'a pas trop de rapport avec ça. Ça servira peut-être dans les partenariats avec les clubs amateurs. On pourra peut-être habiller un peu les clubs partenaires en Puma ou quoi, mais ça ne concerne finalement pas le supporter de l'Olympique de Marseille. Et surtout, cette augmentation-là, ça va pas. C'est pas parce qu'il y a 4 millions de plus supposé que ça va être impacté directement sur le mercato et qu'on va recruter un joueur à 4 millions. Max, comment tu perçois cette nouvelle, ou est-ce que c'est un symbole d'ambition? Si tu changes d'équipementier, ça veut dire aussi quelque chose Non, moi je vois simplement là-dessous le fait qu'Adidas proposait 10 millions et qu'on aurait pu aussi penser qu'à partir du moment où l'OM ne faisait plus affaire avec Adidas, on pouvait retomber plus bas, et au contraire on va un poil plus haut, même si je donne entièrement raison. C'est pas ces 4 millions d'euros là qui vont faire la différence. Ça prouve quand même qu'il y a quand même encore des marques de renom qui veulent s'intéresser et qui veulent s'intégrer dans le projet de l'Olympique de Marseille, et ça ne peut qu'être bénéfique. Après, de là à dire que ça va être quelque chose de faramineux pour la suite, on attendra de voir. Clément, est-ce que tu as regardé la liste des joueurs sous contrat avec Puma? Absolument, en te disant, tiens, est-ce qu'il y a une possibilité pour l'Olympique de Marseille d'en récupérer un ou d'autres, parce qu'il y a des contrats avec Griezmann, hein. Il y a Antoine Griezmann, il y a Kun Agüero, tiens, si tu veux. Il va falloir qu'il joue plusieurs postes. Il y a pas Dembélé, justement. Il y a Kun Agüero, Dembélé qui va forcément y être, vu qu'il y a avec notre ami François Pinault, qui est le propriétaire de Rennes, le club d'Ousmane Dembélé, mais qui a aussi des parts dans le nouveau club où il a été... Alors ça c'est quand même une histoire géniale, parce que ça arriverait à un agent ou à une personne de l'Olympique de Marseille ou à un Marseillais.
on crierait à la mafia, aux arrangements, Conflit compagnie. d'intérêts. Conflit d'intérêts. Mais là, c'est François Pinault, tout va bien. Ça passe comme une lettre à la poste, c'est magnifique. Oui, non, mais voilà, pour te répondre, non, j'ai absolument pas regardé la liste des joueurs sous contrat avec Puma. Après, pour revenir sur les déclarations de Jacques Henriot, quand il dit que c'est quelque chose d'historique, je pense qu'il parle juste vraiment du montant. Il suffit de dépasser les 10 millions pour que ce soit le plus gros contrat décroché par l'OM. Donc, et au niveau des joueurs, non, je pense que ça arrive très très rarement. Ça arrive vraiment pour les gros joueurs. Pour le transfert de Pogba, notamment à Manchester, je crois qu'il y a eu une part très importante d'Adidas dans cette histoire. Mais pour des joueurs classiques, non, franchement, je ne pense pas que ce soit l'équipementier qui fasse pencher la balance, non. Il faut voir avec justement ces possibilités des fois, mais ça se passe vraiment pour les très gros joueurs. Quand Adidas ou Nike a besoin de transférer un joueur, quand Luis Suarez signe à Barcelone, Adidas a besoin d'avoir en plus de Messi un deuxième joueur à Barcelone qui est sous contrat avec Nike pour avoir une visibilité là-dessus. À l'échelle de l'Olympique de Marseille, on n'y est pas. Galactivity, Nike a-t-il tenté sa chance pour devenir le nouvel équipementier sont pas à notre connaissance. En attendant, Nike a une stratégie comme beaucoup de prendre un club par championnat. Le club de Nike, c'est le PSG. C'est le club qui est champion de France depuis plusieurs années. Il n'y a aucune raison de dire on quitte Paris pour aller à Marseille. C'est aussi un peu, à mon avis, c'est aussi un peu symbolique. Cette rupture avec Adidas, c'est aussi, je pense, un signe fort des nouveaux actionnaires en disant Adidas, Dreyfus, Margarita, voilà, on part sur un cahier blanc, même si, bon, effectivement, l'aspect financier, bon, même si c'est 4 millions, on ne peut pas imaginer que ce soit, au niveau des sommes du budget de l'Olympique de Marseille, ce soit capital, mais malgré tout, je pense qu'il y a un effet aussi de symbole. Mais tu fais bien de le dire, parce que ça ne concerne pas juste le côté symbolique, il y a aussi des relations de travail, on le sait très bien, entre les gens d'Adidas et l'Olympique de Marseille, qui avaient peut-être leur habitude et certainement préposés aux affaires avec l'Olympique de Marseille. La nouvelle direction veut peut-être couper court à tout ça et à ces circuits. Moi, je pense que c'est un signe fort. Aussi à ce niveau-là, des infos que j'en ai, c'est vraiment pas une histoire purement financière, il y a aussi une question de réaction. Pour moi, c'est très symbolique. C'est ce que je voulais. Tu en avais parlé, je crois d'ailleurs. Enfin, ça avait été un des sujets évoqués, peut-être pas par toi, mais par les internautes qui avaient eu la chance de rencontrer Franck McCourt. Oui, on en avait parlé. C'est surtout Jacques Henriot qui avait répondu sur ce sujet-là. Il y a peut-être ce côté symbole de couper, mais il y a aussi le côté exposition. McCourt, il veut qu'on soit vu au maximum dans le monde entier. Et vous savez, Adidas, c'est quand tu signes un contrat, comme Nike d'ailleurs, c'est une question de classe. Donc on était dans la classe 2, donc la deuxième. Ce qui n'est pas ridicule en soi, mais l'OM voulait être dans la première classe de sa marque pour être plus exposé dans des magasins, je sais pas moi, Singapour par exemple, à Tokyo, j'en sais rien. Puma propose ce genre de choses au-delà du prix qui est 4 millions par an. Faut pas oublier que c'est 14 millions sur l'année. Donc ça veut dire que si, mettons, c'est un contrat de 4 ans par rapport à Adidas, ça fait gagner 4 x 4, 16. Donc c'est peut-être ridicule à l'échelle du football moderne, mais on peut pas cracher dessus aujourd'hui. Et c'est surtout, je pense, moi, au-delà de tout, une question d'exposition. Enfin, de ce que j'en avais discuté avec Franck McCourt, il veut être vu de partout dans le monde. En tout cas, ça changera pour l'Olympique de Marseille, on le rappelle, à la saison 2018-2019, puisque Adidas est encore sous contrat avec l'Olympique de Marseille pour la saison prochaine. Allez, on passe aux questions-réponses. Les questions-réponses, n'hésitez pas à envoyer vos questions, pourquoi pas sur les matchs de la CFA qui a joué contre Marignane Gignac. Bastien, tu étais dans les tribunes ce week-end, ou le match des féminines qui vous a beaucoup fait parler ce week-end. Eh bien, Clément était à Roger-le-Berre pour assister à cette victoire dans le Classico. C'est la première victoire dans un Classico depuis 6 ans. Voilà. Et c'est la première victoire de l'histoire dans un classico féminin, parce qu'il n'y en a pas eu tant que ça, et à l'aller, les Marseillaises avaient perdu 1-0. Donc oui, elles ont gagné après avoir été dominées tout le match. Elles ont très bien joué le coup en deuxième mi-temps, en contre-attaque, pour l'emporter 2-0. Avec un magnifique coup franc de Sandrine Brecchini d'ailleurs, un coup franc à 25 mètres, pleine lunette. C'est pas volé.
Eh ben, c'est très bien, ça rentrera dans l'histoire du stade Lebert. C'est aussi, pourquoi pas, un coup de projecteur, et c'est vrai que ça va peut-être booster cette équipe féminine. Beaucoup de gens, forcément une victoire contre Paris, ça interpelle, ça donne envie aux gens d'un coup, et ça va permettre à beaucoup de gens de s'intéresser à cette équipe féminine, pourquoi pas de créer un nouvel élan autour. En tout cas, on leur souhaite. Pourquoi Samba n'aura jamais eu sa chance alors qu'on critique souvent Pelé? C'est une question de Nico, Sophie, François. Brice Samba qui est en fin de contrat à l'Olympique de Marseille, qui est le gardien numéro 2 qu'on ne voit jamais. Rudy Garcia fait même tourner pour les coupes, c'est-à-dire que normalement pour les coupes on tourne, on s'attend à ce que Brice Samba soit titulaire. Donc lui il fait tourner sur le banc, c'est-à-dire que c'est Escalès qui vient en Coupe de France sur le banc à la place de Brice Samba. C'est dur, il a fait un match avec la réserve, c'était la semaine dernière, c'était à domicile contre Montpellier. Il encaisse un but avec un rebond malheureux. C'est le petit frère de Sanson, Kylian Sanson, qui lui met un but et un rebond c'est évitable pour un gardien. On n'est pas loin du but. Cascade Bernard qui était dans les tribunes. Brice Samba, il s'est rattrapé en fin de match avec des arrêts très importants. Ouais. Bon, après, qu'est-ce que tu penses de ce gardien pour répondre à la question, je pense qu'il y a quand même un écart important de niveau. Et Rudy Garcia, c'est toujours pareil. C'est des postes, c'est un peu comme attaquant, ça. Donc, c'est des postes où tu investis de la confiance, c'est des postes à confiance. Donc, à partir du moment où l'entraîneur a confiance en son gardien de but, sauf, comme tu as si bien expliqué, par rapport à des coupes. Mais là, je pense que Rudy Garcia, il est dans un concept différent et qu'il a envie que Pelé, qui ne l'oublions pas, n'a pas joué pendant très longtemps, et un maximum de temps de jeu, et en plus qui fait des prestations quand même malgré tout plutôt convenables. Donc il n'y a pas je pense de raison pour Rudy Garcia de bousculer la hiérarchie. Voilà, pour Brice Samba qui aura peut-être l'occasion de rebondir en fin de saison. C'est pas évident puisqu'il est parti en prêt la saison dernière à Nancy, ça s'était mal passé, ouais. Il avait pas beaucoup joué. Juste pour compléter ce que disait Bernard, je trouve qu'on tape peut-être un peu trop aussi sur Pelé. Sur Pelé, parce que on a souvent tendance à dire qu'il fait pas une bonne saison, alors qu'il a fait des boulettes, mais comme ça arrive à beaucoup de gardiens, et sur l'ensemble de la saison, je trouve qu'il a un niveau correct. Voilà. On sort de X années de Mandanda aussi, je pense qu'on est assez exigeant. Parce qu'il faut voir les autres clubs qui se tapent comme gardien quand même. Nous, c'est vrai qu'on a eu du Mandanda pendant des années, ou comme Saint-Etienne quand il va remplacer Ruffier. Ils sortent 2 fois d'affilée meilleur gardien de Ligue 1. Exactement. Exactement comme Saint-Etienne, lorsqu'ils vont sortir de leur année Ruffier, le prochain gardien, il ne faudra pas qu'il se manque parce que de suite, il va alors qu'il sera probablement meilleur que Jérémy Janot, qui était nul. Mais du coup, ça ne sera pas Stéphane Ruffier. Olivier OM36, avez-vous des infos pour le nouveau sponsor maillot, fin de contrat d'Intersport? Ce Intersport, il tarde un peu à tout le monde, j'ai l'impression de ne plus l'avoir sur le maillot. Ce bleu-rouge façon Paris Saint-Germain qui est sur le maillot, qui gêne certaines personnes, je pose une question, je sais pas. Oui, non, c'est vrai. Et puis le fait aussi que ça soit sur 2 lignes. Alors à un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez, avant que ça devienne le sponsor principal maillot, c'était le sponsor maillot en Coupe de la Ligue. Et c'était Intersport sur 1 ligne. Et je trouvais que c'était très réussi. Et puis c'est devenu ce carré. Je vous rappelle, regardez toujours... Quand vous déprimez au niveau des sponsors ailleurs, alors pour répondre à la question, non, il n'y a pas, c'est pas encore en phase de négociation, ou alors les prémissions, mais on n'est pas dans le moment où ça commence à fuiter. Mais rappelez-vous toujours, c'est un petit conseil, une petite astuce pour chez vous, peinard, quand vous êtes en difficulté sur un sponsor maillot, pensez à Naples. Voilà. Pensez à Naples. Regardez les maillots de Naples, c'est toujours beaucoup plus dur que nous. Avec ce carré rouge, très très dur. Écoute, que pensez-vous de la rumeur Mertens de Napoli? Putain, c'est pas mal, Dry Mertens. Je sais pas vous, moi c'est un joueur que j'aime beaucoup. Petit Belge, je crois qu'il là sur les 7 derniers matchs, il a marqué. Il a marqué 23 buts cette saison. Il a été changé de poste parce qu'il y a eu un problème d'attaquant et depuis qu'il joue attaquant de pointe, effectivement, il est hyper efficace. Il joue attaquant de pointe puisque. Mais c'est un joueur qui au départ revient de blessure. C'est un joueur qui joue côté au départ. A été vendu à Southampton. C'est un joueur qui joue sur un côté, son poste de prédilection. Et plutôt côté gauche, on y revient, donc plutôt le poste de Payet. C'est peut-être pas là que l'OM a besoin en particulier de recruter. J'ai plus son nom. Comment il s'appelle l'autre petit, Insigne, Lorenzo Insigne. Qui lui joue à gauche du coup. Et lui du coup joue à gauche, c'est ça, c'est pas mal. Ocampos a joué contre Genoa ce week-end, il est donc acheté par le Milan. Alors oui, je rappelle, Lucas Ocampos était prêté au Genoa en première partie de saison et l'Olympique de Marseille au Mercato l'a prêté au Milan AC.
Grosso modo, donc la question c'est de se dire s'il a joué contre le Genoa, un club où il était prêté, c'est qu'il a été acheté définitivement parce que c'est les règles notamment en Première Ligue, mais ce n'est pas le cas en Serie A. Voilà. Où on peut quand même un peu plus s'arranger et être un peu plus laxiste en ce qui concerne les transferts, donc ça ne veut absolument rien dire à ce niveau-là. Il n'a pas été acheté par le Milan AC et je pense que ça va être très difficile qu'il soit acheté parce que son entraîneur Vincenzo Montella s'est déclaré déçu de son apport. On se doute bien qu'au Milan AC c'était pas l'entraîneur qui fait le recrutement. Il a vu débarquer au Campos, il a essayé pendant 2-3 matchs et il s'en est déclaré déçu, donc c'est très étonnant ça va être, c'est très étonnant ouais, vu les stats incroyables qu'il avait au Genoa. Non, c'est très dur. J'ai regardé je me suis fait les 6 minutes de résumé qui sont disponibles en accès presse du match du Milan AC contre la Juve. On n'a pas vu une fois et il a joué 90 minutes. On n'a pas vu une Moi, fois. Je suis assez impressionné par la cote qu'il avait en Italie. On sait qu'en fin de saison dernière, il y avait la Fio déjà qui voulait l'acheter s'il ne s'était pas blessé. Son agent je crois, est très bien implanté. S'il ne s'était pas blessé, je crois qu'il serait vraiment parti à la Fiorentina. Là, on l'a prêté au Genoa. Maintenant, il y a le Milan AC qui a voulu le récupérer. Alors, je sais pas vraiment si c'est une question d'agent ou pas, mais c'est fou qu'il trouve des clubs de cette catégorie en Italie, alors que le joueur il a tout pour plaire. Il est formé à River Plate. Il était dans les meilleurs espoirs. Il s'appelle Lucas Campos, vous avez vu tous des photos de sa femme. Voilà, forcément, Lucas Campos, tu peux le vendre. Il y en a qui ont vu sa femme en vrai. Au terrasse du port. On va se faire une partie spéciale sur la femme de Campos, je sens que j'ai besoin. Avant, on va répondre quand même à la question sur le forum de Dobut, qui est plutôt droit au but, on va pas se mentir. Pourquoi, selon vous, est-il si important de jouer l'Europa League l'an prochain ? C'est une question très intéressante parce que, notamment Christophe Champy, qui fait partie de l'équipe du Phocéen, avec qui je débat sur France Bleu Provence, dit que ça sert à rien. Et moi je m'insurge contre ça. Christophe, c'est parce qu'il veut être tranquille, c'est jeudi, il veut pas se mettre des matchs en plus dans son canapé. Non mais plus sérieusement, on se bat toute une saison pour se qualifier pour la Coupe d'Europe. On fait des comptes d'apothicaire, des parties entières du talk du Phocéen. Si c'est pour se dire à quoi ça sert, moi je comprends pas ce credo-là. Alors on en parlait hors antenne avec Bernard par exemple. Moi je suis un passionné de football, j'aime le football. Et pour moi l'OM égale Coupe d'Europe. L'histoire de l'OM s'est écrite en partie en Coupe d'Europe. Que l'Europa League, en France on parle de l'Europa League comme si on l'avait gagné 60 fois, c'est quand même extraordinaire ce pays. C'est-à-dire on dit l'Europa League, mais vaut mieux attendre l'an prochain de se qualifier en Ligue des Champions, mais on l'a gagné 0 fois l'Europa League. Je rappelle que si tu gagnes l'Europa League, tu te qualifies en Ligue des Champions. Alors on parle, c'est fabuleux, les Stéphanois, les Rennais, les Marseillais, on se dit mais bon, il y aura personne au stade. Mais c'est une coupe qui est magnifique, il faut la jouer, il faut terminer dans les 5 premiers. Moi je dis déjà il faut être le plus haut possible en championnat parce que c'est l'OM, et en Coupe d'Europe il faut jouer à fond parce que c'est l'histoire de l'Olympique de Marseille. Quand je vois Lyon là, les matchs contre la Roma, quand je vois leur tirage contre Besiktas en quart et compagnie, il y a quelque chose à faire. À la limite de la jalousie, je suis en train de me dire j'aimerais le faire moi aussi. Il y a quelque chose à faire. C'est génial à vivre ça au stade. Alors toi je sais Maxence, je le rappelle, que ton plus beau souvenir de Coupe d'Europe en Europa League, c'est quand on s'est fait éliminer contre le Benfica, parce que tu t'es dit comme ça derrière on va être champion, on va pas perdre de force. Voilà, c'était différent, c'était une période de l'année, une période de la saison qui était importante à ce moment-là. Après, je rejoindrai pas non plus l'idée certainement de Christophe Champy, mais on comprend tous aussi ce qu'il y a derrière ça. C'est que tu vois des équipes qui s'essoufflent, qui s'épuisent à jouer l'Europa League avec ces matchs du jeudi soir et qui finalement font une saison l'année d'après entre guillemets pourrie en championnat. Et c'est vrai que on ne peut avoir qu'un discours ambivalent par rapport à cette. C'est surtout la formule qui pose des problèmes, parce qu'à l'époque où ça s'appelait la Coupe UEFA, on avait la sensation que ça avait plus de résonance. D'ailleurs, l'Olympique de Marseille. Oui, là c'est vraiment la coupe du pauvre par rapport à c'est une coupe qui devient très intéressante à partir des quarts de finale, je trouve. La phase de poule, elle est. C'est ça qui est à partir des quarts. C'est fait du Slovan Liberec, avec 5000 personnes au stade, c'est terrible. Mais c'est ça, mais c'est surtout à ça que je pense. Et puis, je vais te dire n'importe quoi, le Lille-OM du dimanche soir où tu fais encore match nul et où on te dira mais on a joué jeudi au Slovan Liberec et on était fatigué du déplacement. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est purement franco-français. Parce que regarde le FC Séville, ils l'ont gagné 3 fois d'affilée, ils se sont jamais plaints de ça, de quoi que ce soit. Ils se sont qualifiés pour la Ligue des Champions par exemple cette année, alors qu'ils ont joué toute l'Europa League l'année dernière. C'est purement franco-français. À un moment donné, l'entraîneur étranger il va te dire moi quand j'étais joueur, si je jouais tous les 3 jours, c'est ce que j'aimais et je veux gagner tous les matchs. Et à un moment donné, OM Champions Project, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire avoir un effectif avec des gros joueurs qui sont capables de jouer 3 jours. Après c'est mon point de vue, je dis pas que j'ai raison. Si on va attirer des joueurs aussi, c'est vrai que le fait d'avoir une participation en Coupe d'Europe, ça peut, quand même si c'est pas la Ligue des Champions, et c'est vrai que c'est là tout se joue sur la Ligue
Ligue des Champions, ils veulent tous jouer la Ligue des Champions. Ça peut quand même passer comme une petite consolante. Et tu te dois en plus l'année prochaine d'avoir quand même un effectif beaucoup plus conséquent, donc ça permettrait aussi effectivement de faire tourner. Donc non, il peut avoir beaucoup de points positifs à l'Europa League. Clément disait qu'elle devenait intéressante à partir des quarts de finale. La réforme Platini fait qu'elle devient beaucoup plus intéressante qu'à l'époque de Coupe UEFA financièrement. À l'époque de Coupe UEFA, il faut se rappeler de l'aventure à Göteborg où, je ne sais plus qui était le président à cette époque, avait dit on avait été bénéficiaire sur cette coupe seulement parce qu'on était allé en finale. Si on perdait en demi, on était déficitaire. Aujourd'hui, en étant en 8e, tu es bénéficiaire, en quart encore plus, etc. etc. Et la petite nuance qu'a apporté Romain, c'est vrai que quand tu regardes Lyon cette année, ils ont plus de chances d'atterrir en Ligue des Champions en gagnant l'Europa League aujourd'hui qu'en finissant 3e. Hein. Donc, petite anecdote toute bête. Avant de partir, Bielsa, sur sa fameuse deuxième saison olympique de Marseille, qui ne jouera jamais puisqu'il sera parti à la première journée, avait de gros espoirs sur l'Europa League. C'est-à-dire que comme l'OM était qualifié pour l'Europa League, Bielsa se disait on a plus de chances de se qualifier pour la Ligue des Champions en gagnant l'Europa League et on a une vraie équipe de coupe plutôt que par le championnat. Voilà, c'était en plus on était quatrième, on avait terminé 4e, donc qualifié directement pour les poules d'Europa League. On a une petite idée des joueurs qui vont partir cet été. C'est une question de Puge 65. Beaucoup. Alors, on va pas tous hésiter. Je pense. Je vais commencer par un facile. La question, c'est quel joueur doit-on garder? Alors, messieurs, on va se finir. On va se dire que c'est la dernière question et on va faire un jeu. Voilà, le tu préfères a bien marché, donc je suis en confiance. Je vous propose un autre jeu très inspiré avec cette question. On va chacun donner un nom qui doit faire l'unanimité au niveau du départ, chacun son tour, de manière et on va voir celui qui gagne, celui qui perd. Alors je vais commencer avec un facile pour vous montrer. Bounassar. Voilà. Je crois que tout le monde est d'accord. Si je dis Bounassar s'en va cet été, je crois que tout le monde est d'accord. À toi Clément. Karim Rekik. Ouais. Soyons honnêtes. Oui, c'est vrai. À toi Maxence. Moi je dirais Doria. Oui, ça marche. On va pouvoir se faire. Bon, Izeka. On va faire des tours. Hein. Alors, Izeka, c'est magnifique, ça passe. Est-ce que les joueurs prêtés comptent du coup? Oui, parce qu'il va partir cet été. C'est facile. Alors Machache par exemple. Machache, tout le monde valide. J'adore ce. Attends, t'en as pas. Tu veux que je t'as commencé, continue. Saïfedine Kawi. Ah bah là, je suis moins d'accord. Je lève de la bouche. Je suis moins d'accord. Il y en a un. Après, je suis d'accord. Je lui vois quelques qualités et je me dis au milieu de ce marasme. OM Champions Project. Je te rappelle juste ça. C'est fort pour essayer de me disqualifier. La voix de Maxence, ça marche pas. La voix de Maxence qui. Thomas Subochan. C'est du tout bon. C'est vraiment, j'adore ce jeu. Moi j'aurais presque envie de... Moi je dirais Rolando. Ouais, mais non, mais attends, c'est à moi. J'aurais presque envie de rajouter, j'allais dire Rolando, parce qu'il faut changer toute la défense centrale. Mais après, est-ce que tout le monde va dire? Tiens, le suivant, là, les frères Bogdanov, comme je les appelle sur France Bleu, Rolando et. Fanny. Voilà. Ouais, après, faut en garder quelques-uns pour faire le nombre quand même. Fanny, je suis pas d'accord. C'est toi qui l'as fortement suggéré. Par contre, tu n'es pas éliminé, tu as encore le droit de donner. Dans la même question. Il y a des joueurs comme Thauvin, je crois, qui sont prêtés. Oui. Bon. Non, mais. Il y a des. Oui, mais dans la même question, c'est par exemple comment l'Olympique de Marseille va gérer ces cas-là, parce qu'il y a Thauvin et Gomis qui sont prêtés. Thauvin est acheté depuis l'été dernier. Avec l'option, il y a une option d'achat obligatoire. Il y a une option. Ça peut être levé, mais. Non, il y a une option, c'est pas un dossier qui est clos. Ça pose pas de. Je crois que si, je crois que tout ce qui est option et tout, je crois qu'il n'y a aucune incertitude. N'essaie pas de gagner du temps, Bernard, retrouve-nous un nom. Allez Bernard, retrouve-nous un nom là. Il va tomber. On en a dit beaucoup. Samba. Ah mais il me l'a levé. Parfait. Fin de contrat en plus. Ouais, donc. Oui. Je suis pas je va tomber. Bédimo, allez, Bédimo. Henri Bédimo. Bah écoute, oui. Ouais, ça passe. Ça passe, bien joué. Et bah du coup, Yoann Pelé. Moi je valide, oui, Yoann Pelé, s'il part Yoann Pelé, tout dépend de s'il accepte de reprendre un rôle de doublure. Comme doublure, c'est bien. Moi je suis d'accord avec Romain si tu n'as pas donné ce nom juste comme ça, parce que le petit Escalès est très talentueux. Je vous dis pourquoi pas. On a le petit Swan Bezic qui fait une saison exceptionnelle en U19, qui va basculer l'année prochaine certainement vers le CFA. Si tu reprends Mandanda, pourquoi pas faire une doublette Mandanda, Escalès, jeune, formé au club, qui a du talent. Après c'est mon avis. Donc moi Yoann Pelé, c'est assez risqué quand même.
Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que messieurs... Après, faut prendre la liste des contrats pro. Il y a du Antoine Rabillard au contrat pro. Jérémy Porsan au contrat pro aussi, je crois. Dans les noms un peu plus, effectivement un peu plus connus. Et pourtant, je sais que je l'ai défendu, mais est-ce que Cabella va encore avoir sa place dans l'effectif de l'Olympique de Marseille? Est-ce que c'est pas un joueur que tu vas pouvoir vendre peut-être un petit peu mieux que les autres? Bon. Moi j'ai une question parce que il faut que tu le brevettes, je le fais à la radio. Vous préférez terminer 4ème ou gagner à Bordeaux cette année? Et terminer 5ème? 4ème ou 5ème? Vous préférez terminer 4ème et perdre à Bordeaux ou terminer 5ème et gagner à Bordeaux? Finir 4ème quand même. Non, je pose la question, moi je donne pas mon avis. On a le droit. On va finir par un petit cadeau pour Maxence. C'est comme ça. Le classement du fair play. Voilà. Où on voit que l'Olympique de Marseille est 4ème. C'est étonnant que Bastien soit dernier. On cherche Bordeaux. Et alors, ça va. On va chercher 97 points que Bastien. Il y a 95 points pour Cahuzac. Qui est le carton rouge à l'OM? C'est Machache, non, qui prend Zinedine Machache à Rennes, exactement. Voilà, c'est plutôt pas mal, 4ème. Un seul rouge, c'est bien. Hein. On est devant Monaco. C'est rigolo de voir que Paris sont bon, c'est pas forcément étonnant non plus, mais bon, c'est c'est l'équipe qui a le plus et de Bordeaux ballon. est 6ème. Bordeaux, forcément, qui paye le fait d'avoir Palois et Ménez, je le disais tout à l'heure, dans son effectif. Ounas aussi, je crois qu'il s'en était pris un, ça aide pas. Monaco, Nice, forcément Balotelli. Monaco, il y a eu le pétage de plomb de Benjamin Mendy face à Corentin Tolisso. Voilà, et puis Saint-Etienne, Olympique Lyonnais, 11e, 12e, voilà. Ça sert pas à grand chose. C'est bien. On s'étonne jamais. Si on ne doit pas marquer un dernier but à la dernière seconde sur la dernière journée, on sait qu'on sera devant. On pourra le crier des tribunes. Et bien voilà, j'espère qu'on a été complet pour ce talk de trêve. On se retrouve pas jeudi prochain, puisqu'on va quand même profiter nous aussi de la trêve. On va faire un peu comme les Stéphanois. On va essayer de se revigorer pour être à fond pour le sprint final. On se retrouve le jeudi 30 mars pour un talk show de feu. Allez, salut à tous.